Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Alors, est-ce que c'est la fin des piliers ? Salut Baptiste. Mais bonjour Olivier. Alors, on est à un moment clé sans doute de l'histoire de notre pays. Alors d'abord parce qu'il y a des difficultés budgétaires des pouvoirs publics et on en a déjà parlé, on en reparlera parce que c'est compliqué de trouver des solutions, mais du coup il y a des débats tabous qui arrivent sur la table. Alors on a déjà eu les chômeurs de longue durée, on a déjà eu les pensions, maintenant on est avec des questions clés un peu en lien avec tout ça. D'abord il y a ces fameux malades de longue durée, plus de 575 000, on va allègrement vers les 600 000, c'est un niveau record donc de malades de longue durée dans notre pays. Il y a par exemple 1,9 million de Belges qui sont en âge de travailler et qui sont inactifs, c'est considérable et on compte même pas là-dedans les chômeurs, donc c'est dire là où se trouve le problème. Et donc il y a en toile de fond de tout ça un système, si on peut l'appeler comme ça, qui est incarné par deux acteurs, deux institutions, les mutualités et les syndicats, et aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'ils sont en ligne de mire. Alors il y a, on en parlera, un plan de réforme qui a été proposé par Frank Van Den Broek, le ministre Voreuil des Affaires sociales, exactement, pour les mutuelles. Il y a aussi des textes qui circulent pour les syndicats, un maître mot responsabilisé, mais est-ce que ça va déjà assez loin ? Ben oui, ce plan, on en a discuté avec... en fait, on a donné la parole à l'attaque et à la défense. Avec Ouais, Georges Boucher. Et au milieu de terrain aussi, on prépare la Coupe du Monde. Et tu en parleras, Jean-Pascal Laby, du côté des mutualités. Bon, ben pour Georges-Louis Boucher, ce plan va quelque part dans la bonne direction. Hein. Il nous dit d'abord que si Frank Van Den Broek a rédigé ce plan, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc ça, c'est une première avancée selon lui. Après, évidemment, on s'en doute, selon lui, le plan ne va évidemment pas... Il y a toujours un petit zeste d'ironie quand Georges-Louis Boucher parle. Hein, c'est toujours, oui, enfin, il a enfin compris qu'il y avait un problème, mais oui, il va au quart du chemin, quoi. C'est ça, et il nous a bien souligné le jeu politique qu'il y a derrière tout ça. Hein. Pour Frank Van Den Broek, c'est une manière, quelque part, de reprendre un peu le sujet en main, hein, parce que ça commençait effectivement à faire beaucoup de polémiques. Il y avait eu le fameux patrimoine des mutualités à plus de 6 milliards. Il y avait les rapports en cascade qui disaient rapport secret. Voilà, plus ou moins secret de l'INAMI, qui en gros disent que 25 à 50% des échantillons questionnés auraient pu reprendre la route du travail. Oui, c'est malades de longue durée qui ne le sont plus, quoi, en gros. Voilà, en tout en partie, hein, parce que là-dedans, on compte aussi la reprise du travail à mi-temps, par exemple, mais voilà, ça c'est plus pour rentrer dans les détails. Mais surtout, il lâche une petite bombe dans notre interview, puisqu'il veut retirer le remboursement des soins de santé aux mutuelles, qui est une prérogative des mutuelles, une mission déléguée de l'État avec les finances de l'État. Et c'est bien là tout le problème. Hein. Le MR et la NVA, qu'est-ce qu'ils reprochent aux mutualités et aux syndicats ? C'est en fait de remplir des missions de l'État, financées par l'État, mais qui continuent à avoir de l'influence avec leurs millions d'affiliés. Pourquoi ils ont des millions d'affiliés ? Très simple. Je l'ai dit, au niveau des mutualités, il faut passer par une mutualité pour se faire rembourser ses soins de santé. Et il faut, pour bénéficier des allocations de chômage, dans la plupart des cas, passer par des... Oui, il y a la CAPAC, mais le problème aussi, c'est que c'est plus efficace en passant par les syndicats, qui ont quand même des services... c'est souvent ça le problème, parce que la mission de l'État, J'ai justement rétorqué ça à notre ami libéral, Georges-Louis Boucher, qui m'a dit, mais enfin, c'est une question de volume. S'ils arrivent à faire moins cher, c'est parce que ils ont des volumes énormes alors que la CAPAC a un nombre réduit d'affiliés. Après, tout ça, voilà. On est d'accord, mais c'est vrai que ce qui ne manque pas de piquant, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais quoique, au débat que nous avions mené ici même sur le nucléaire, c'est que ce qui ne manque quand même pas de piquant, c'est qu'un parti libéral critique le secteur privé auquel on délègue des tâches en disant il faut plus d'État. C'est quand même, Georges-Louis Boucher n'est pas parfois, avec tout mon respect, à l'abri d'une contradiction près, mais c'est vrai que le libéralisme a parfois des couleurs étonnantes. Mais on est évidemment là dans une attaque contre les piliers caractérisés. Alors il y avait déjà eu, tu as déjà cité des exemples, on peut rappeler aussi ces victoires en justice contre des syndicats
qui avait été accusé de bloquer des routes dans des mouvements sociaux. Là maintenant, donc tu parlais des paiements des allocations de chômage et évidemment la réforme de diminution des allocations de chômage dans le temps. Et dans ce cadre-là, la NVA a déposé un texte au Parlement, une proposition de loi. Donc ça montre bien que ça ne fait pas consensus au sein de la majorité, mais pour en gros diminuer, et on ne parle pas de montants considérables, mais diminuer les montants touchés par les syndicats dans le cadre du paiement de ces allocations, justement tenant compte de cette réforme-là. Voilà, on a un peu l'impression que pour le moment, ce sont les victimes expiatoires d'une situation un peu insoluble. Clairement, et ça donc c'est pas du hasard évidemment, puisqu'on est dans un exercice budgétaire qui s'annonce encore une fois. C'est pas le premier compliqué. Les discussions auront lieu normalement d'ici l'été. On l'a déjà répété de nombreuses fois à ce micro. Il faut trouver entre 5, 6, 7 milliards, voire 10, 11 milliards selon certains experts. Donc on voit ce que ça veut dire, c'est qu'on voit qu'on est encore nulle part, malgré tous les efforts qu'on a pu faire par le passé, enfin que l'Arizona a pu faire par le passé. Et ben donc voilà, donc en fait ce sont les victimes un petit peu toutes trouvées. Comme tu dis, la mesure qui vise ces syndicats-là, c'est quelques centaines de millions, on est loin de milliards. Voilà, Georges Boucher, on a aussi parlé d'une taxe sur les syndicats via les affiliations qui sont exemptées d'impôts. Bon voilà, on ne va pas rentrer dans le détail technique. Il veut faire contribuer les mutualités vis-à-vis de leur contrat d'assurance. Voilà, il estime aussi que ce sont des ASBL les seuls qui sont exemptés d'une certaine fiscalité. Donc on voit que dans ce sens-là, elles vont être mises à contribution. En tout cas, il va déposer ça sur la table clairement à l'été prochain. Et la question de fond, et je le disais à la base, c'était sur l'efficacité de leur contrôle. On a donc 575 000 malades de longue durée. Est-ce que les contrôles sont jugés assez efficaces ? On sait que remettre ces malades de longue durée, qui sont 2 fois plus nombreux que le nombre de chômeurs de longue durée, c'est là qu'il y a les volumes, c'est là qu'on peut remettre à l'emploi vers un hypothétique 70 ou 80% de taux d'emploi. Bon, ça... Il ne faut pas se leurrer, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, c'est là qu'elle est la principale finalement source d'économie pour ce budget, ou en tout cas apport d'argent. C'est ça, parce qu'on voit bien que l'Arizona se dispute sur les recettes et sur les... Enfin voilà, est-ce qu'il faut des nouveaux impôts, est-ce qu'il faut des baisses de dépenses ? En fait, il faut remettre des gens à l'emploi et viser de la croissance, quoi. Donc, En tout cas, il y a une nouvelle qui va donner du grain à moudre aux socialistes, c'est ces bénéfices records transmis par Electrabel à Engie. On l'a appris cette semaine, on parle quand même de 10 milliards, plus des dividendes de 6 milliards, donc tu vois un peu le montant, alors que le PS ne cesse de dire que pour résoudre le problème budgétaire, il suffit, entre guillemets, de taxer les revenus, les dividendes de certaines grandes entreprises. Ben là, en l'occurrence, ça c'est parti à Paris, pas de bol. Mais c'est vrai qu'ici, les mutualités et les syndicats, on a l'impression que c'est un peu la fin d'un monde qui se dessine sous nos yeux, petit à petit, parce que ça se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Jean Hendrix, qui est professeur d'économie à l'UC Louvain et qui connaît bien toutes ces matières-là sociales, nous dit que ce système coûte très cher, en fait. Ce terme, il veut pas choquer, mais il le dit quand même. Au fil des années, nous avons développé une industrie de l'assistanat. Et c'est vrai qu'il y a un écosystème qui a vu le jour, qui quelque part accompagne, que ce soit les malades de longue durée, les chômeurs, les enseignants détachés. Lui, il met l'accent là-dessus en disant on se plaint qu'il n'y a pas assez de profs dans les classes, mais en fait, il a été voir la liste des détachements scolaires et il dit c'est effarant, quoi, le nombre de choses qu'on permet. Et ajoute-t-il, tout ça est politisé. C'est vrai qu'on a chaque fois tous les piliers qui sont représentés et donc ça coûte d'autant plus cher que chacun veut avoir sa part de gâteau, les socialistes, les socio-chrétiens et les libéraux. Donc, et lui, il termine en disant, comme tu le disais, nous allons être obligés de nous attaquer au reste de l'ancien monde parce que nous sommes à court de ressources. Voilà. La nécessité fait loi. Oui, c'est ça. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie politique, elle a été structurée par ces fameux piliers pendant des dizaines d'années, hérités du 19e siècle. Et ces piliers, quelque part,
perdure alors qu'il y a une dépilarisation, désolé pour le terme technique, depuis les années 60 avec la fin des partis unitaires en Belgique. Mais avant, c'était un instrument de paix. Il y a eu des guerres scolaires, des guerres de différentes sortes entre les courants confessionnels ou non confessionnels. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment raison d'être, en fait. Voilà, et donc le pilier chrétien, le pilier socialiste et le pilier libéral qui a toujours été moins puissant que les deux autres. Et donc, finalement, c'est pas un hasard si les principales attaques viennent aujourd'hui du MR, héritier des partis précédents libéraux. Mais donc voilà, ça c'est clairement pas un hasard. Et quelque part, oui, la sortie de Georges Boucher dans le Trends Tendance qu'on vous invite à lire, qui est sorti ce jeudi, il est aussi offensif, mais il se rend bien compte aussi que ça va être compliqué de retirer le remboursement des soins de santé. Déjà parce qu'il a une coalition au sein de laquelle se trouvent les anciens piliers, d'une manière ou d'une autre. Exactement. Alors aujourd'hui, les liens ne sont plus aussi solides qu'ils ne l'étaient. Clairement, entre les engagés, la Mutualité chrétienne et la CSC, c'est plus tout à fait... ils ont changé de nom d'ailleurs, Enfin, je veux dire, ça fait partie de ce processus. Voilà, clairement, il y a des dissensions politiques quand même claires. Vorreut, vis-à-vis de son pilier socialiste aussi, une plus grande distance qu'entre le PS, Solidaris et la FGTB, mais il reste encore des liens. Et alors, il y a quand même un parti qui, lui, par contre, rend encore des comptes à son pilier clairement, c'est le CDNV. Donc là, il y a clairement... c'est peut-être le pilier le pilier encore le plus solidaire en Belgique, en tout cas au nord du pays, ça c'est certain. Et donc voilà, on se retrouve avec des intentions, avec des menaces, avec de l'argent à trouver, mais une coalition à convaincre, et c'est un peu la boucle et l'année charnière pour cet Arizona. Sachant qu'on est dans un moment de tension politique très fort, et le PS tire les marrons du feu. En tout cas, si on en croit les sondages, pour le moment, ils profitent plutôt du fait que les chiffres ne sont pas nécessairement bons pour les majorités en place, qu'ils se disputent, qu'ils peinent à trouver, en tout cas à faire atterrir les réformes, et le PS d'ailleurs s'emploie bien au Parlement à l'empêcher. Donc, comme tu le disais, parole à la défense aussi, on a longuement interrogé Jean-Pascal Labille, qui est le patron de la mutualité socialiste Solidaris. Alors, deux choses, là aussi, c'est en deux temps. D'une part, il dit, responsabiliser, on l'est déjà, on est prêt à faire davantage. Attention à ne pas nous mettre des critères impossibles à tenir. Il prend l'exemple de la vaccination en disant, ok, moi je veux bien, je sais pas moi qui vais aller piquer les épaules des gens. Si des gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Mais plus fondamentalement, on lui dit, derrière ça, c'est quoi ? C'est une détestation des piliers. Et lui, il dit, la NVA et le MR ont une vision de la société extrêmement verticale, sans contre-pouvoir, sans pouvoir intermédiaire. Et donc, évidemment, mutualité, organisation syndicale, il disait aussi presse, université, secteur associatif, tout le monde y passe. Et je lui demandais, est-ce que ça vous fait frémir ? Et il me répond, la peur n'éloigne pas le danger. Je connais très bien cette idéologie, je ne la partage en rien et je la combattrai. Inutile de dire que ça va se tendre dans les mois à venir. Oui, et en fait, là, il y a tout l'enjeu. Donc, selon moi, dans ce débat avec les piliers, les mutuelles et les syndicats, il y a un sujet d'efficacité dans les contrôles. Et là, Jean-Pascal Labille le dit très clairement, il n'y a pas assez de médecins conseils, pas assez de médecins contrôle par rapport aux 5... Enfin, je crois que c'était 230... Ouais, 250, je crois, quelque chose comme ça, c'est rien, en effet. 575 000 malades. Et puis, il y a le combat politique. Moi, Georges Boucher, il disait tout l'inverse. Il disait, mais pourquoi est-ce que, diable, les mutualités doivent être un contre-pouvoir ? Non. Ils doivent exécuter une mission qui est celle qui leur est donnée par l'État. Et donc on a là toute l'ambiguïté, à mon avis, du reproche qui est fait. Oui, en sachant que le débat, évidemment, pour reprendre les malades de longue durée, est plus complexe. D'une part, Jean-Pascal Labille nous dit il faut soigner le travail. Alors c'est vrai qu'il y a tout un travail de prévention, d'accompagnement à mener. Il nous le disait aussi en marge de l'interview, il y a aussi tout un travail à mener auprès des entreprises, parce qu'on parle de flexibilité, etc. Mais en fait, c'est pas toujours évident. Les entreprises sont pas toujours les premières à remettre facilement des gens au travail. Donc il y a tout un contexte plus large qui fait que c'est compliqué. Mais quand on dit que c'est un moment de crispation, un moment charnière, et je le pense, on est un peu au milieu de la législature déjà, donc on sent qu'on est entre les objectifs qu'on ne parvient pas à atteindre, les résistances qui s'expriment. On le voit dans l'enseignement où pour le moment les grèves sont de nouveau de longue durée, comme ce fut le cas
des manifestations à intervalles réguliers, les mouvements dans les secteurs publics. Donc on sent que ce combat entre l'Arizona et l'Azur en Wallonie et les piliers, il est parti pour durer. Oui, il est parti pour durer et il est mené par l'opposition qui est bien en verve. Hein, donc là, coup sur coup, hein, donc il y a la loi programme au niveau fédéral qui est bloquée, repoussée, amendée, repasse par le Conseil d'État. Et en fait, la majorité, et ça c'est clair, majorité Arizona n'arrive pas à appliquer sa politique. Pour l'instant, ça fait des mois qu'on est bloqué. La loi programme, c'est tout ce qui va régir les prochains budgets, la réforme des pensions, le plafonnement de l'indexation, enfin vraiment toutes les grands accords cadres qu'a déjà engrangé l'Arizona, mais qui n'arrivent pas à coucher, enfin à valider, on va dire. Voilà. Et on a le même phénomène à la Fédération Wallonie-Bruxelles, effectivement, tu l'indiquais, avec ce décret programme là qui évidemment soulève une immense majorité quand même. On doit reconnaître l'unanimité contre ce décret programme. En tout cas, les profs ont réussi à convaincre les parents et les élèves de la pertinence de leur combat. Donc on est alors que l'enseignement est en réforme depuis des années, je dis ça, c'est un peu provocateur, mais je le pense quand même. J'ai couvert moi une époque où on avait viré 3000 enseignants parce qu'il y avait des difficultés budgétaires. Et aujourd'hui, on ne parle même pas de ça, on ne parle même pas de licenciement. On dit qu'ils doivent... des années 90, ça, voilà, et ici, on parle du fait qu'ils doivent travailler 2 heures de plus. Je ne dis pas que c'est simple à accepter, mais enfin, on est quand même à ça. Non, clairement. Et donc, on est dans une expression, dans une opposition idéologique qui est en train d'affronter finalement 2 Belgiques, hein, puisque ces efforts budgétaires, ils sont, comme tu l'as dit, nécessaires. Voilà, le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 80% dédié à l'enseignement et je pense là-dedans 80-90% au salaire des profs. Donc à un moment, il n'est effectivement pas question de virer des profs, pour certains de travailler 2 heures de plus. Donc là, il faut un retour à la concertation parce que là, on va au clash. Donc là, il n'y a rien qui pourra avancer. Une piste qui est évoquée par Thomas Dermine, qui était invité sur la première, je pense, mercredi, mais c'était de fusionner cette fameuse Fédération Wallonie-Bruxelles et la région, parce que la fédération ne possède pas de recettes propres, n'a pas les moyens de sa politique, et donc il ne peut agir que sur les dépenses. Et c'est un débat vieux comme la politique, enfin en tout cas depuis la création des entités fédérées. Mais il y a un souci, c'est Bruxelles évidemment, que si on met l'enseignement en région wallonne, que faire de Bruxelles? Et donc là, l'autre piste, c'est de faire bouger la compétence enseignement dans chaque région, à Bruxelles et en Wallonie. Alors là, du coup, la Fédération Wallonie-Bruxelles perd tout son sens, et finalement, le lien entre Bruxelles et la Wallonie, mais faut-il le perdurer éternellement? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, et dans tout ce qu'on a dit dans ce podcast, c'est qu'on voit qu'on arrive au bout d'une certaine logique des structures de la Belgique, que ce soit les piliers, les organismes qui les représentent, mais même aussi, là on parle de la structure de l'État. Et on voit qu'on va devoir sans doute aujourd'hui toucher à ça pour s'en sortir, avec juste encore un petit mot, c'est que on sent venir, et ça commence à s'exprimer d'ailleurs, le fait que les difficultés financières de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région bruxelloise vont faire que on va arriver en tirant la langue en 2029 en demandeur. Il y a un ministre fédéral que j'ai interrogé cette semaine qui me disait mais voilà, c'est encore la même chose, l'histoire se répète et et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Et merci Oliviane. Merci Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.